et à ceux qui nous rejoignent. C'est une émission en deux parties. C'est la deuxième partie. C'est Territoire d'info avec l'invité politique en direct ce matin. Vous le savez, nous sommes partenaires avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent toute la journée, les Indes radios, 130 radios sur tout le territoire français. Et avec TV5 Monde et l'invité politique, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être là ce matin. Pour vous interviewer à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat, spécialiste politique. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour Alexis Corbière. Et Denis Caro. Bonjour Denis Caro. Vous Bonjour. arrivez de Nice, vous êtes le directeur des rédactions de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Ce matin, manifestation le 26 mai, Alexis Corbière, une mobilisation intitulée Marée populaire, réunira une cinquantaine d'organisations politiques, syndicales et associatives. Est-ce que vous espérez mobiliser beaucoup de monde? Combien? Un petit pronostic, allez, ce matin. Allez. Par définition, à l'heure où les chiffres deviennent un enjeu, non mais je souhaite qu'il y ait du monde. C'est pas seulement une manifestation parisienne, il y en aura dans plus d'une vingtaine de villes. En province. On l'a vu, la Marseillaise d'ailleurs. Donc il se passe quelque chose, oui, à Marseille notamment, où il y aura Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, qui manifestera à Marseille. Et donc il y a quelque chose qui est nouveau, selon moi. Après on verra ensemble si ça se vérifie, c'est qu'il y a une montée en puissance. On va se retrouver aussi, vous l'avez bien souligné, à ce qui est des mouvements comme la France Insoumise, et des syndicats, notamment comme la CGT. Alors, c'est pas exceptionnel dans l'histoire de France, mais enfin, c'est rare quand même qu'on se retrouve sur une même date. C'est l'idée, je crois, que les organisations syndicales ont fait leur travail durant la semaine, d'appel à la grève, etc. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Et puis nous, mouvement citoyen, on était aussi sensibles à ce que même des gens qui peuvent pas se mettre en grève, parce que c'est fort compliqué souvent de se mettre en grève, ça fait perdre une journée de salaire, dans beaucoup d'entreprises, c'est pas bien vu, c'est pas simple, etc. Mais malgré tout, beaucoup de gens, sans doute, ont envie de protester contre ce gouvernement. Et cette marée citoyenne, marée populaire, comme on le fait, permet que tout ça converge. Alors le résultat, on le verra. Moi, par définition, je suis un optimiste. Je souhaite qu'il y ait le plus de monde possible. Je crois qu'il y a une belle manifestation le 5 mai. Il y a une résistance encore qui est là chez les cheminots. Les fonctionnaires ont beaucoup de raisons d'être en colère. Les retraités, on l'a vu. Les étudiants, etc. Bon, tout ça peut donner quelque chose qui est un rapport de force qui continue. Je termine sans être trop long que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, et notamment je vais l'attribuer à l'arrivée de M. Pascal Pavageau à la tête de Force Ouvrière, c'est que chez les confédérations syndicales, je vois quand même un climat, déjà elles étaient unies sur les fonctionnaires, de dire peut-être que ça peut continuer à une journée au mois de juin. Je vois que vous l'avez entendu chez nous cette semaine. Oui, c'est un homme intéressant, enfin je ne veux pas incriminer Jean-Claude Mailly, mais il y a une parole nouvelle. Mais il ne sera pas là demain, Pascal Pavageau, puisque FO ne sera pas présent, contrairement à la CGT. Est-ce que vous le regrettez? Oui, mais je veux dire, vous savez, il faut avancer tranquillement, chacun doit être à l'aise. Il y a une histoire dans ce pays qui est longue, on appelle ça la charte d'Amiens 1906, le paysage syndical est très attaché à l'indépendance avec les partis. On a eu une époque, je pense notamment entre le Parti communiste et la CGT, où le syndicat était le courroie de la transmission, enfin du moins on disait ça comme ça, du parti. Donc beaucoup de gens ne veulent plus ça, je comprends, mais ça ne doit pas amener à ce qu'on fasse rien ensemble. Il faut défend une position de principe, mais je répète, ce qui m'intéresse chez Pascal Pavageau, c'est pas ce qu'il dit qu'il ne viendra pas samedi, d'autant qu'il a dit une phrase qui m'intéressait, peut-être même chez vous. Chaque adhérent après du syndicat, comme citoyen, fait ce qu'il veut. Et j'ai trouvé que c'était une parole qui... Et c'était chez nous. Était intéressante. Il faut vous écouter plus souvent. Mais, bravo, merci. Lors de précédentes manifestations, on a vu des débordements, des violences. Comment vous pouvez garantir qu'il n'y en aura pas et que ça ne risque pas d'être un problème et un frein pour vous? Alors je réponds. Premièrement, je suis contre toute violence. D'accord, que les choses soient claires. Nous sommes notre force. Nous, c'est une démonstration de force pacifique, c'est notre nombre. Voilà. Donc tout ce qui est violence, je ne la soutiens pas. Et je dis même, voilà, on a vu dernièrement quand des groupes sont sur des formes d'action plus radicales, ça fait le jeu en plus. J'ai envie de dire du gouvernement qui montre ça, ça fait sensation, les chaînes des médias, d'un seul coup, 50 personnes qui cassent une vitrine deviennent l'événement. Ça occulte tout le reste. Voilà, et donc c'est une erreur de ce point de vue-là politique. Donc je suis contre la violence, parce que la violence en plus, il y a toujours plus fort que vous en face. Et cet affrontement que je souhaite pas, notamment avec les forces de l'ordre, qui sont des fonctionnaires en plus qui font leur travail, qui appliquent des consignes, etc. Donc il y a une spirale qu'il faut éviter, ça c'est petit 1. Petit 2, nous, comme organisateurs de manifestations, on ne va pas organiser des milices privées. Je veux dire, c'est quand même la police qui doit assurer la sécurité. Nous, on a déposé un trajet en préfecture. On a notre service d'ordre pour organiser nos cortèges. D'ailleurs, le 5 mai dernier, le préfet s'était félicité de notre travail commun. Et après, s'il y a autre chose, c'est pas à nous d'aller... Et pour demain, la préfecture de police a mis les moyens suffisants? Je crois. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, moi notamment, alors peut-être que Denis ce matin, mais vous avez dû le voir parce que vous êtes attentif, à Paris, il y a quelques jours, à la fin d'une manifestation à Nation, des lycéens ont envahi un lycée, des jeunes gens entre 16 et 20 ans ont envahi un lycée, le lycée Diarago,
Et je trouve que la police, là, par contre, utilise des méthodes. Ils ont été mis pendant 6 heures dans des paniers à salade, la police pas les familles pas prévenues, 48 heures de garde à vue, certains mis un examen. J'ai envie de dire à tout le monde, faut aussi calmer, quoi. Je veux dire, l'ordre doit être respecté, mais le fait que des jeunes lycéens, on est à 50 ans après 68, envahissent un lycée pour se réunir, etc. Faut pas non plus qu'il y ait un durcissement. Par exemple, moi, je suis choqué que soit banalisé le fait qu'un jeune homme de 26 ans, je crois, a perdu la main en Notre-Dame-des-Landes. Alors peut-être qu'il n'était pas là légalement, on sait très bien, on refait pas le film, mais quand même, Rémi Fraisse, il y a 2-3 ans, qui perd la vie, un jeune homme qui perd la main. Cette manière, faut pas non plus durcir. Enfin, il faut trouver, notamment dans les techniques des forces de l'ordre et des dernières consignes données au gouvernement, le fait qu'on peut manifester sans qu'il y ait une criminalisation du mouvement social. Mais les manifestants aussi durcissent un peu les choses. Mardi, lors de la mobilisation des fonctionnaires, on a vu cette effigie d'Emmanuel Macron avec une balle dans la tête qui a été brûlée à la fin de la manifestation. Est-ce que ça, vous le condamnez? Alors, je dirais que, honnêtement, il y a des éléments de durcissement, vous avez raison, mais c'est pas tellement ça. Je vais en dire 2 mots. Moi, le durcissement, c'est des groupes qui théorisent avec capuche noire d'aller casser un truc. Bon, ça, c'est violent. Ensuite, ce que vous dites, je veux dire que moi, personnellement, je ne le ferai pas, mais et l'histoire de carnaval... Vous ne le feriez pas, mais vous le condamnez? Oui, enfin, dans les condamnés... Je répète, l'histoire de carnaval, ça date du Moyen-Âge. Quelle est l'idée? Vous fabriquez une effigie en carton-pâte, à la fin vous brûlez, justement, c'est une manière d'exorciser un peu... Donc vous condamnez pas vraiment, hein, là. Non, mais comment dirais-je, si vous voulez, moi je ne le ferai pas. Je dis à ceux qui le font, ne donnons pas cette image. On ne veut pas assassiner qui que ce soit. On est contre la violence. Je suis d'accord avec vous de ce point de vue-là. J'espère que mon message est clair. Mais je ne veux pas non plus tomber dans l'hypocrisie où parce que désormais il y a une effigie et il y a une caricature, on va considérer que c'est un appel au meurtre. Il faut qu'on garde un peu la mesure, d'accord? Monsieur Macron, qui en plus veut bien utiliser le caractère boursouflé de la Ve République, la monarchie présidentielle, eh bien, comme les rois au Moyen-Âge, le peuple à l'occasion de carnaval, il se moque un peu du roi et à la fin, des fois, il brûle la marionnette en carton. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent assassiner Monsieur Macron? Je ne crois pas. Alors voilà, je reprends mon propos. Je suis pour tout ce qui apaise. Honnêtement, je dis à ceux qui manifestent et à mes amis du 26, ne faisons pas de caricatures qui peuvent être interprétées comme des appels à la violence, parce que la presse ne va cesser d'en parler. Donc de grâce, ne faites pas ça. Une fois que j'ai dit tout ça, vous aussi, ne racontons pas... Enfin, ce qui est violent, je veux bien admettre que vous vous interrogiez sur une forme d'action radicale aujourd'hui qui existe. Que vous redoutez, que vous craignez. Ouais, que je veux pas par rapport à ce que j'ai dit. C'est-à-dire que mon projet n'est pas de tout casser, n'est pas de faire peur aux gens. Mon projet, c'est qu'on puisse manifester avec des poussettes, tranquillement, des enfants, et qu'on a notre force qui fasse reculer le gouvernement. C'est notre nombre. Pas la radicalité, le nombre de voitures brûlées, ça c'est faux et je suis pas d'accord. Alors, Caro. Vous allez passer des consignes en ce sens pour la manifestation de samedi? Oui. Bah, nos consignes, elles sont ce qu'elles sont. Enfin, je veux dire, ceux qui viennent manifester avec nous savent que nous sommes sur cette ligne-là. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je profite justement de ce genre d'émission pour le dire. Bon, après, il y aura peut-être autour de la manifestation différentes choses. Nous, on se donnera les moyens que tout se passe bien. Sur le fond, vous voulez faire reculer le gouvernement, sauf qu'Emmanuel Macron reste sur sa ligne de fermeté. Oui. Il ne cède pas, il ne recule pas, il ne ralentit pas le rythme des réformes. Pourquoi la mobilisation de demain le ferait changer? Parce qu'elle peut être forte et que, vous savez, dans l'histoire, quand on a un peu de mémoire, des gens droits dans leurs bottes, des gens qui ne reculeront pas, des gens qui étaient plus durs que durs et plus fermes que fermes, qui ont dû reculer face à une mobilisation, c'est déjà arrivé. De toute manière, moi je suis pour que le citoyen, c'est pas un enfant qu'on renvoie à la maison une fois tous les 5 ans en disant bye bye, tu m'as élu, maintenant reste chez toi. Cette infantilisation de la vie civique, je ne suis pas d'accord. Et je suis pour qu'il y ait une respiration d'une démocratie sociale qui, entre les élections, puisse se faire entendre. Et je termine en plus sur le cas particulier des cheminots et la réforme de leur statut. Ça n'était pas dans le programme de M. Macron, donc se mobiliser reste légitime. On y va. Juste un mot sur le ton de Jean-Luc Mélenchon, qui est souvent quand même assez agressif, intrimain, dit-on. Ça vous gêne pas, ça? Vous ne pensez pas que ça participe un peu à cette agressivité dont vous parliez et que vous contestez? Non, je crois pas. Il a la parole ferme, il fait parfois entendre des colères populaires légitimes. Franchement, il y a une arrogance de la part du gouvernement parfois qui est assez sidérante et qui est beaucoup plus violente. On a des propos quand même de la part, que ce soit du chef de l'État lui-même, avec une forme un peu des fois de mépris social qui me semble beaucoup plus violente que cette colère populaire que fait entendre Jean-Luc ou moi. Est-ce que moi vous trouvez que j'ai un ton violent? Mais je suis pas le dernier des fois à en rajouter quand il faut faire entendre un peu une colère parce que voilà, il y a de quoi s'indigner. Quand Stéphane Hessel écrivait ce livre, Indignez-vous, eh bien, on suit son conseil, nous sommes indignés. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Vous parliez de la réforme ferroviaire, parmi les sujets de contestation. Édouard Philippe reçoit ce matin les syndicats pour parler de cette réforme. Qu'attendez-vous, vous, de ces rendez-vous-là? Qu'en attendez-vous ce matin? J'aimerais que M. Philippe, notamment sur la réforme du statut, mais puis même la mise en concurrence des lignes, il recule.
Je ne vois pas ce que ça va nous rapporter, le fait que sur les mêmes rails, désormais, vous allez avoir des trains SNCF et puis les trains d'une compagnie concurrente qui va faire concurrence. Peut-être pour l'usager quand même, non? Mais justement, je répète, qu'est-ce qu'il va y avoir pour l'usager comme avantage? Le fait que ça va être des compagnies low cost avec des personnels moins bien payés pour faire concurrence sur nos propres rails. Tout ça va tirer vers le bas. Mais elle va se faire, cette ouverture à la concurrence. Non, parce que là-dessus, vous avez perdu la bataille. On verra, oui, mais si vous savez, la bataille perdue, je reste chez moi. Si vous allez par là, le soir, quand j'ai été élu au mois de juin, comme député France Insoumise, j'avais 2 alternatives. Soit rejoindre En Marche et devenir un beau ministre bien opportuniste. Ah, vous avez eu des propositions? Non, mais moi, je ne supporte pas ça. Par exemple, M. Dussopt, qui est ministre Macron, je veux dire, c'est la honte de la politique pour moi. Dussopt. Olivier Dussopt, pardon. Bon, mais enfin, vous voyez l'idée. Moi, j'ai été élu, vous savez, c'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus. Voilà, je suis opposant, donc je m'oppose et je vais pas être autre chose pendant 5 ans. Voilà. Et le fait momentanément d'être minoritaire dans les institutions ne m'appelle pas à me dire désormais tu te tais, rendez-vous en 2022. Bon, et alors quelle était la question? C'était qu'est-ce qu'il faut il faut continuer à se faire entendre. Pardon, j'ai perdu le fil du propos. Vous me disiez. On parlait de l'ouverture à la concurrence. Oui, voilà, vous avez répondu, mais sur le reste du texte, parce que vous agitez encore le chiffon rouge de la privatisation. Le Sénat... une question, parce que j'aimerais donner l'argument. Sur la concurrence, notamment à Public Sénat, et vous êtes attaché à la province plus que parfois au territoire. On a besoin d'avoir, c'est pourquoi je défends l'idée du monopole. Le fait qu'il y a des lignes rentables, c'est indiscutable. Paris-Lyon, c'est rentable. Paris-Marseille, ça reste rentable, etc. Mais vous avez des lignes qui ne le sont pas. Pour autant, je suis pour qu'on finance avec les lignes rentables les lignes moins rentables. Parce que je suis pour que quand on est en province, la petite ligne qui ne rapporte pas, mais qui est indispensable pour notamment nos concitoyens. C'est du service public pour vous. Ça, c'est le service public. Et le fait de mettre en concurrence, vous allez avoir une vente à la découpe. Des lignes rentables, elles vont être fortement concurrencées. Les lignes non rentables, ça va être nous le contribuable avec notre compagnie nationale qui allons le faire. C'est absurde. Le travail du Sénat sur ce sujet, sur cette question de l'aménagement du territoire et de défense de ces lignes secondaires. J'étais pas au courant, mais si ça va dans le bon sens, je salue. Oui. Denis Caro. Les cheminots ont rejeté à 95% par le biais de la consultation la réforme. Dans le même temps, Guillaume Pépi explique que 85% des cheminots travaillent. On a du mal à y voir clair. Cette consultation, est-ce qu'elle a de la valeur? Bon, elle a une valeur symbolique, les syndicats l'ont dit. Elle a pour histoire ce qui s'est passé à Air France en plus. C'est-à-dire qu'au bout dans ces situations de blocage que vous décrivez, en gros, qui consiste à me dire « Ah, ben, M. Corbière, hein, ils ont dit qu'ils ne bougeraient pas, donc rentrez chez vous. » Et c'est ce qui est répété aux organisations syndicales. Ne protestez pas, de manière on vous marchera dessus. Donc les syndicats cherchent à avoir une action, ça passe par des manifestations, des grèves, et puis par moment, allez, inventons cette idée de si on consultait les personnels. Ils le font, ça démontre quelque chose qui n'a de valeur que si on en tient compte. C'est-à-dire si on écoute les gens, si on ne veut pas les écouter, on s'assoit dessus. Donc ça veut dire que, comme pour Air France, Guillaume Pépi doit partir. Alors, je veux dire que ça aurait pu être... À Air France, c'est la direction qui a organisé le référendum. Mais Guillaume Pépi pourrait se dire, bon, puisque c'est les syndicats qui l'ont fait, peut-être que moi, comme direction, je vais l'organiser pour que ce soit moins contestable. Mais l'idée surtout, c'est qu'on ne peut pas réformer sur une entreprise comme ça, contre l'avis des salariés. Surtout que même les cadres, etc., beaucoup ont voté contre. Alors, après, là, ce que vous pointez qui est vrai, c'est qu'il y a une corrélation, enfin, qui n'est pas totalement identique entre mouvement de grève et ce genre de référendum. Mais ça démontre que beaucoup de gens ne font pas grève, mais sont contre cette réforme. Ce que je disais tout à l'heure, faire grève, franchement, ça coûte cher. C'est pas ce truc, comme des fois des arrogants le disent, vous êtes payés à faire grève, vous les feignants. Non, non, non. Et beaucoup de gens n'en pensent pas moins, sont pas d'accord avec Emmanuel Macron, mais ont du mal pour plein de raisons quand on est endetté. Vous savez, un cheminot, il gagne autour de 1600, 1700, 2000 euros par mois. Quand tu as la maison, que tu es endetté, que tu as les parents en EHPAD à financer plein de trucs, perdre une journée de salaire, ça fait mal et c'est difficile. De la SNCF, Alexis Corbière, l'État reprendra entre 30 et 35 milliards d'euros de la dette de la SNCF. Est-ce que là, vous êtes satisfait? C'est une des solutions, mais vous voyez, on ne sait plus, on s'y perd. C'est-à-dire qu'on modifie le statut des cheminots parce qu'il y a un problème de la dette, et en même temps, le même gouvernement a l'honnêteté de dire que la dette n'a rien à voir avec le statut des cheminots et qu'il faut reprendre une partie de la dette. De toute manière, cette dette, elle a un caractère public parce que c'est souvent des erreurs qu'a fait la direction de la SNCF en raison de consignes gouvernementales qu'une dette s'est creusée par des mauvais choix, des partenariats publics-privés qui étaient absurdes. Donc c'est une affaire publique. Mais pour autant, vous voyez, ça servait de prétexte à modifier le statut des cheminots. Je ne vois pas en quoi le fait que les suivants soient des gens en situation de précarité va améliorer notre service public. Et ça ne réglera pas, vous l'avez dit, de toute façon, le problème de la dette. Denis Caro. Sur les banlieues, Emmanuel Macron change totalement de méthode. Il ne présente pas de grands plans à coût de milliards, mais des propositions ciblées. Est-ce qu'il a raison de changer de méthode ?
Non, mais en fait, bon, c'est extrêmement faible ce qu'il propose. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qu'il a dit Des emplois. Ouais, enfin, sur la question de la sécurité, par exemple, il invite les communes à développer la police municipale, mais les baisses de dotation publique envers les communes fait que les communes ont moins de moyens de développer une police municipale. Et moi, par ailleurs, de manière générale, je suis pour la police nationale, pas pour les polices municipales. Il dit aux bailleurs sociaux qu'il faut avoir de l'ambition, mais sa politique, sa réduction des APL a déjà amené à ce que les bailleurs ont dû encaisser cette baisse des APL en baissant les loyers, et ils ont 3 milliards de moins de recettes. Alors vous pouvez après toujours dire, messieurs les bailleurs sociaux, moi je le vois à Bagnolet, il y a des problèmes d'ascenseur, c'est très concret, les problèmes des gens, vous avez des gens âgés qui ne sortent plus de chez eux parce que assez régulièrement l'ascenseur est en panne. Et quand vous vous tournez vers les OPH, ils vous disent, mais nous on a moins d'argent. Macron ne règle en rien tout ça. Bref, c'est une bataille pour l'égalité sociale, la République, la défense des services publics, qui va totalement à l'encontre de la politique d'Emmanuel Macron. Moi, je l'avais dit à Jean-Louis Borloo, il y avait des points sur lesquels j'étais pas d'accord avec son rapport, mais poser un diagnostic juste, et j'ai dit de toute façon, votre rapport, il sera enterré. 15 jours plus tard, hélas, j'ai raison, c'est circulé, il n'y a rien à voir, et il n'y a pas de blanc banlieue, mais on laisse les banlieues en plan, voilà où ça en est. Et même, on les incrimine. On n'a plus le temps de développer, mais la petite phrase, nous les mâles blancs, entre nous, sont entendus, ce qui se passe en banlieue, il n'y a pas de mâles blancs en banlieue, pardon, mais il y a des mâles blancs en banlieue. Et deuxièmement, quand il s'agit de rendre service à des mâles blancs, notamment les grands patrons du CAC 40, ça ne lui pose pas de problème la couleur de la peau à M. Macron. Donc cet argument pseudo-ethniciste, un peu bidon pour la jouer anticoloniale à dessous de la part d'Emmanuel Macron, est une faute de communication. Denis Caro. On a vu la polémique sur la présidente voilée de l'UNEF. Éric Ciotti, dit député Les Républicains, dépose une proposition de loi pour interdire le voile à l'université. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Non, mais c'est deux débats. Le voile à l'université, je ne suis pas pour leur interdiction. Son interdiction. Moi, je suis favorable à la loi de 2004, l'établissement scolaire, mais après, quand on a affaire à des majeurs, je pense qu'on rentre dans une logique. On ne va pas interdire les kippas. Je parle pour des citoyens. Je ne parle pas des enseignants, évidemment, ou des fonctionnaires. Ça, c'est petit homme. Quand ils prennent la parole publiquement comme ça, alors, petit 2, parce que moi, j'ai donné ma position, je voudrais que ce soit clair. Moi, je pense que quand on a une responsabilité politique, une responsabilité syndicale, on ne doit pas afficher un signe religieux, de manière générale. Et dans le cas présent, je pense qu'elle n'aurait pas dû le porter le foulard, comme présidente de la GE de Paris 4, la Sorbonne, et de manière générale, ça m'est arrivé d'avoir des débats, je pense à une parlementaire, Madame Boyer, qui est de droite, qui affiche souvent une croix catholique et tout. Je dis, moi, je suis pas pour ça. Je suis pour que je parle au nom de tout le monde, et je rappelle accessoirement que nos concitoyens, c'est la particularité française, ce grand et beau pays, n'ont pas de religion. Donc, afficher en permanence ces religions, c'est pas bien. Ce qui ne veut pas dire après que dans le cœur, dans son intimité, on a des convictions spirituelles. Une fois qu'on a dit ça, il y a un climat un peu de... Là, je veux dire, j'aime pas ça, qui consiste à considérer que cette jeune femme de 20 ans devient le problème majeur, exacerbé. Et puis, ce que dit Ciotti, d'un seul coup, c'est une aubaine pour faire autre chose. C'est un autre sujet. Je veux dire, le fait d'avoir la position que je défends, mais qui ne peut se régler que dans les organisations. Et j'invite à ce que dans l'UNEF, il y ait le débat, ne doit pas amener à ce que cette jeune femme soit montrée du doigt, méprisée, caricaturée de manière parfois un peu grossière, et qu'on baisse la température là-dessus. Que ceux qui veulent nous mettre de la religion dans le débat public ne le fassent pas, mais à l'inverse, arrêtons ce climat injurieux, inutile, qui fait qu'on s'écoute plus. Autre sujet, Alexis Corbière, Emmanuel Macron réunira le Congrès début juillet pour faire le bilan de cette première année. Est-ce que vous serez présent? Bon, on va en parler. Je ne veux pas donner ma position de groupe. Comme je suis porte-parole de Jean-Luc, de Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas eu le temps d'en parler. Moi, cette méthode un peu à l'américaine du discours de l'Union, une fois par an, du président qui vient et qui s'en va, moi, j'y goûte peu, parce que, bon, accessoirement, je vais être un peu démagogique, mais après tout, c'est de l'argent public, ça coûte fort cher pour pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas un débat avec les parlementaires. Il vient, il s'en va. Donc, à quoi ça sert? Emmanuel Macron, il sert pas à rien, hein, c'est pas un pot de fleurs. Édouard Philippe, pardon, le Premier ministre peut très bien s'exprimer au nom du président, et on voit bien qu'il y a une volonté de très présidentialiser les choses. Donc l'exercice ne me plaît pas. Est-ce que cette fois-ci, comme groupe, on ira ou on n'ira pas? Je ne vous cache pas qu'on va en discuter en fonction des opportunités, mais on est contre radicalement la réforme des institutions qu'ils proposent. Nous, on est pour que ce débat sérieux soit assemblée constituante, la parole au peuple pour discuter et définir les règles communes. Une dernière question. Un mot juste sur Jean-Luc Mélenchon, justement. Selon certains médias, il a refusé de se rendre aux convocations de la justice dans une affaire de diffamation qu'il oppose à un journaliste du Monde au Brésil, qu'il a qualifié de terroriste repenti sur son blog en 2012. Est-ce que vous comprenez qu'un député refuse de se rendre à une convocation d'un juge? Alors, premièrement, beaucoup de choses sont dites qui ne sont pas encore tout à fait exactes du point de vue de la justice, mais je vais aller à l'essentiel. Parce qu'un parlementaire, ça sert à parler.
D'accord. Moi, je suis pour la levée de l'immunité parlementaire si c'est des affaires de corruption, indiscutablement. Ça, c'est s'il y a des problèmes. Mais quand il s'agit de la parole, une parole politique, un parlementaire doit pouvoir dire les choses sans qu'il soit d'un seul coup pris à partie, tel que c'est le cas. Deuxièmement, ce que vous évoquez, pas tout à fait exact, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Là, ce qui fait l'objet d'une procédure judiciaire, c'est des choses dans lesquelles Jean-Luc Mélenchon rappelle notamment le passé militant de ce journaliste qui éclaire, selon nous, des choses aujourd'hui qu'il décrit. On a le droit quand même. Donc, il y a là. Est-ce qu'il peut brandir son immunité parlementaire alors que pendant la campagne, il a demandé la fin de l'immunité parlementaire? Non, mais pas. Je vous ai défini la manière. Et sur la question de corruption. Anticorps, ça veut dire anticorruption. D'accord? L'immunité parlementaire, sur l'affaire de corruption, elle ne doit jamais servir. Maintenant, l'histoire du statut du parlementaire, il doit pouvoir s'exprimer. C'est tellement une position de principe, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand la question a été posée de lever l'immunité parlementaire de Gilbert Collard, vous voyez, qui n'est pas mon ami, parce qu'il avait mis des photos, qu'il avait dit des choses sur Daesh, c'était Clémentine Autain qui nous représentait au bureau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas levé. Les parlementaires doivent pouvoir, durant leur mandat, s'exprimer sur le terrain politique assez librement. Que les choses soient entendues. Par contre, s'il s'agit de problèmes de corruption, là, c'est inacceptable que cela puisse être brandi. Alexis Corbière, le tribunal administratif a annulé hier le dispositif de votation citoyenne mis en place par le maire, Éric Piolle, à Grenoble. Un revers pour ce maire écologiste qui avait fait cette option un dispositif phare. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, vous ? Bon, je regrette. Moi, je suis pour développer tout ce qui est outils citoyens, pour qu'on donne la parole à nos concitoyens. On a quand même une démocratie étriquée aujourd'hui. Et je regrette ça. Sincèrement, je ne connais pas bien le dossier, mais tout ce qui permet à ce que le citoyen reste un citoyen adulte, j'ai envie de dire, et soit pas, comme je disais tout à l'heure, renvoyé chez lui entre deux élections, est bon. Franchement, les choses ont évolué. Aujourd'hui, avec Internet, quasiment, on peut avoir des débats d'opinion beaucoup plus riches qu'auparavant. Le rapport que les citoyens ont avec leurs élus, c'est plus comme avant, monsieur le notable ou madame la notable. Hein, vous ne vous sentez pas notable? Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, non, mais... Peut-être pour préciser que le tribunal a annulé parce que le droit de pétition était ouvert aux personnes de plus de 16 ans et que la Constitution ne reconnaît que... moi je suis favorable au droit de vote à 16 ans, bon, vous voyez, donc c'est intéressant. Merci. Mais là-dessus, vous voyez, pour finir, ce sont de beaux débats qu'il faudrait avoir à l'occasion d'une assemblée constituante. Merci. Pour savoir quelles sont les règles communes qu'on met en place aujourd'hui. Ça ferait respirer la démocratie. Vous êtes proche de Jean-Luc Mélenchon, on le sait. Il va manifester à Marseille, vous l'avez indiqué lui-même. Hier, vous êtes son porte-parole. Est-ce que vous lui conseillez d'être candidat à la mairie de Marseille, vous? Je vous conseille que la France Insoumise soit candidate et que nous l'emportions et que le meilleur candidat soit mis en avant. Et c'est lui? Non, mais Jean-Luc Mélenchon, comme moi, il travaille à ce que dans toutes les villes de France, moi je fais ça à Montreuil et Bagnolet, il y ait des candidats qui ne soient pas nécessairement les mêmes. Par ailleurs, je rappelle que la loi fait qu'on ne peut pas être maire et député, et je crois que Jean-Luc Mélenchon apprécie actuellement d'être député et président de groupe. Merci beaucoup Alexis Corbière, député de la France Insoumise, justement de Seine-Saint-Denis, d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, Alexis Corbière quitte ce plateau. Rebonjour Pascal Jalabert. Bonjour. Et bonjour André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde, chaîne partenaire qui nous diffuse dans 200 pays à travers le monde. Merci d'être là. On démarre tout de suite ce débrief d'Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La mobilisation demain s'intitule Marée populaire. C'est un risque, André Crétenant, parce que si c'est pas populaire, s'il n'y a pas de marée, le terme choisi est quand même fort. Marée populaire. Bon, il a dit qu'il le souhaitait. Oui. Il a expliqué qu'il était optimiste. On sent quand même qu'il n'y a plus le même souffle, que les choses sont un petit peu passées. Malgré que les organisations politiques, les syndicats, les associations vont défiler ensemble. Je trouvais que son explication sur la convergence, cette convergence à minima entre les syndicats, entre un syndicat et un parti politique était intéressante. Mais ce que je dis, c'est que le souffle est passé. D'ailleurs, au fond, il dit qu'il faut du temps au temps. Voilà, il y avait des accents presque mitterrandiens. Voilà, il faut du temps pour construire un mouvement, etc. Mais la notion de convergence, on sent bien que cette fameuse convergence ne va pas se faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que d'une manière générale, dans la population française, il y a une acceptation de cette réforme aujourd'hui. Et alors, dans la discussion qui va avoir lieu aujourd'hui sur la question de la dette, on sent bien que le gouvernement va faire une proposition qui est intéressante. Mais je crois quand même que si les cheminots sont opposés à cette réforme, c'est surtout à cause du statut. Ils ne le mettent pas trop en avant parce que ce n'est pas très populaire. Ce statut comporte un certain nombre d'acquis et donc voilà, ils insistent beaucoup sur la dette. Mais aujourd'hui, Édouard Philippe va faire un geste très important sur cette dette.
Donc moi, je pense que tout ça va plutôt éteindre le mouvement que de l'alimenter. Moi, j'ai une question à Pascal Jalabert sur le statut d'opposant que veut et qu'exprime en permanence la France insoumise et un de ses porte-parole ce matin, Alexis Corbière. Surtout, au fond, ce sont les premiers opposants à Emmanuel Macron aujourd'hui. Alors, il faut leur rendre la même cohérence qu'à Emmanuel Macron, c'est-à-dire Emmanuel Macron fait ce qu'il a dit et eux font aussi ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire s'opposer. Donc, ils sont dans leur rôle d'opposants, ils le jouent pleinement. Je crois que ça ne dérange pas vraiment Emmanuel Macron, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, il part du postulat qu'il a une opposition qui se situe d'un côté à la droite la plus radicale et de l'autre à la gauche la plus radicale. Il sait très bien que ces deux oppositions ne convergeront jamais, ni socialement, ni culturellement, ni politiquement. Donc, du coup, je crois que tout le monde est content comme ça. Quand Emmanuel Macron tacle sévèrement Mélenchon, quelque part, il le légitime comme opposant numéro 1. Et je crois qu'il préfère avoir un Jean-Luc Mélenchon, dont on sait qui fait quand même, entre guillemets, peur à beaucoup de Français, qu'il est plus tout jeune non plus, que de l'autre côté, il a une Marine Le Pen, et que pour un président en place qui occupe l'espace central, ce sont des opposants idéaux. Il n'y a plus vraiment d'opposition. En revanche, il y a des opposants. Voilà. Il y a des opposants, il y a des individualités, Alexis Corbière en fait partie, mais en l'écoutant, on sent bien, voilà, ils le savent. Ils le savent aujourd'hui. Et en termes d'opposition, ce que moi je vois venir, c'est plutôt Marion Maréchal qui se prépare et qui peut-être, elle, a cette possibilité de rassembler une opposition de droite. De droite, voilà. Une opposition de droite. Mais là, en ce qui concerne l'opposition de gauche, tout ça est encore un petit peu éclaté. On a vu aussi la position sur l'événement qu'Emmanuel Macron veut créer en rassemblant à nouveau tous les députés à Versailles. Sans bien que tout cela ne porte pas. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire une constituante, puisqu'on sort quasiment d'un vote présidentiel, d'une élection présidentielle. Oui, alors la politique, le paysage politique français est fractionné, comme tous les paysages politiques européens. La différence, c'est que nous, on a une présidentielle et des législatives majoritaires dans la foulée qui dégagent des majorités. Donc voilà. Mais la gauche qui va défiler samedi, elle est fractionnée également. Il y a les Hamon qui est un pro-européen, Mélenchon un anti-européen. Ils sont pas franchement sur la même ligne. Donc du coup, aujourd'hui, on a un espace central bien occupé et puis des opposants qui ne se retrouvent pas. Je pense qu'il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs en Europe et en particulier en Italie. Ce qui se passe en Italie avec une convergence de mouvements populistes anti-européens, à mon avis, c'est là l'événement majeur de ces derniers jours et qui va avoir une importance aussi pour l'ensemble de l'Europe et pour la France, évidemment. Et d'ailleurs, on en reparlera et vous le traitez souvent sur TV5 Monde. André Crétenant, merci. Pascal Jalabert, merci. Le Zap Monde maintenant. C'est l'essentiel de l'actu du monde avec vous, notre partenaire TV5 Monde. On le regarde ensemble, on se retrouve après. Nous souhaitons que les 3 à 4 000 femmes forcées chaque année à fuir le pays pour subir un avortement puissent bénéficier du droit d'avorter ici en Irlande, en toute sécurité. Les sondages prédisent la victoire du oui, 56 à 58% selon les instituts. Pas assez pour décourager les anti-avortements. Eux aussi restent mobilisés, déterminés à convaincre les indécis. 14 à 17% de personnes, toujours selon les sondages, qui peuvent bouleverser la donne. Un seul nom dans tous les esprits, celui de Faloussen, le mort de trop. Les étudiants réclament justice pour leurs camarades tués lors d'une manifestation à l'université Gaston Berger il y a 10 jours. Ce n'est pas la première fois. C'est ni la deuxième fois, ni la troisième fois qu'un étudiant soit assassiné lors des affrontements avec les gendarmes à cause d'un retard de paiement de bourse. Ce n'est pas normal du tout. Près de 3000 personnes avancent pacifiquement, des étudiants des universités de la région, rejoints par des élèves plus jeunes du collège et même des écoles primaires. Dans le cortège, on n'exige que des têtes tombent. Nous espérons que des choses positives vont avoir lieu concernant l'avenir de la Corée du Nord. Mais si cela ne se produit pas, nous sommes plus près que jamais sur le plan militaire.
Échec donc pour la méthode Trump sur la Corée du Nord. Ce sommet, certes prévu depuis longtemps, a peut-être été mal préparé, ce qui pourrait expliquer ce revirement. On a mis la charrue avant les bœufs. Normalement, le sommet des chefs d'État est préparé par des Sherpas, de longues négociations en amont. Là, on a d'abord annoncé presque le succès de cette rencontre Kim-Trump. Et puis, on n'a pas vraiment défini ce qu'on attendait de ce sommet. Est-ce qu'on voulait que la Corée du Nord renonce complètement, tout de suite ou non, à ses armes nucléaires? Ça paraissait toujours assez irréaliste que la Corée du Nord renonce, d'ailleurs, complètement à ses armes nucléaires, qui sont sa garantie de survie. Le missile Buk, qui a abattu le vol MH17, provient de la 53e brigade de l'armée de l'air russe basée à Koursk, en Russie. Grâce à des caractéristiques spécifiques, ils ont identifié le véhicule incriminé dans le convoi. Des questions sur le 53e régiment de l'armée de l'air russe ont déjà été envoyées en Russie et sont restées sans réponse. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain matin pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine à 7h30 et rendez-vous lundi. Au revoir, bon week-end à vous.